Devenir un boss de la mafia à 26 ans, diriger sa famille pendant plus de 30 ans, ne jamais se retrouver derrière les barreaux pendant tout ce temps et vivre presque jusqu'à 100 ans. Ce sont les exploits qui résument bien la vie de Joseph Bonanno. Il fut un homme très médiatisé aux États-Unis, mais totalement inconnu chez nous. Et pourtant, à l'aube de son règne, Bonanno était l'une des figures les plus marquantes de la mafia américaine. Son influence au sein de la commission était même supérieure à celle d'Al Capone et Luciano, pourtant connus de tous. Joe incarnait donc le mafieux par excellence, un minimum de publicité pour un maximum de pouvoir. Si vous souhaitez découvrir l'histoire du plus jeune parrain de la mafia américaine, voici Joseph Bonanno de l'autre côté de la loi. Le nom Bonanno, comme vous l'avez peut-être deviné, n'a rien à voir avec les bananes. La traduction littérale de l'italien signifie bonne année, mais on peut aussi comprendre bonne période. Au début du siècle dernier, en Sicile, dans la région des Castellamare, ce nom signifiait également l'appartenance à l'un des Borgata, les quartiers d'honneur locaux. Le grand-père et le père de Joseph faisaient partie de la mafia et ils étaient même à la tête de leurs clans respectifs. Peppino, comme on appellera Joe, est donc né dans une sorte de famille noble, ce qui lui conférait certains avantages au sein de cette société secrète. Cependant, il ne le comprendra que des années plus tard. En effet, étant enfant, Giuseppe, comme on l'avait appelé à sa naissance, considérait sa famille comme normale. Certes, ils étaient plus riches que la plupart des autres habitants, mais il n'avait aucune idée du véritable pouvoir de son père. Et il ne comprenait pas non plus pourquoi, en 1908, alors qu'il avait à peine 3 ans, ils avaient déménagé à New York, ni pourquoi, quelques années plus tard, ils avaient dû revenir. Tout cela était dû à la position de Salvatore Bonanno. Il était à la tête d'un clan et le menait dans une guerre contre une autre famille mafieuse Castamayare, les Buccellato. Il avait ainsi dû s'enfuir aux États-Unis pour éviter la prison, mais dès que l'affaire fut classée, Salvatore revint immédiatement dans son pays natal afin de diriger sa famille. Joe, quant à lui, était resté à l'écart de toutes ces querelles et il était un enfant insouciant comme les autres. Cependant, en 1915, son père mourut des suites de blessures subies sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, puis sa mère décéda 5 ans plus tard et Bonanno Jr. dut très vite grandir. Son oncle, Stefano Maganino, à ne pas confondre avec le parrain du même nom de Buffalo, qui était une autre personne, prit la charge de l'élever. Ainsi, Joe vécut chez des membres de sa famille jusqu'à sa majorité, puis déménagea à Palerme, où il entra à l'Académie navale. Grâce à la fortune de ses parents, il n'avait pas besoin de travailler et le domaine qui était passé sous la gestion de son oncle rapportait suffisamment pour que Bonanno puisse se consacrer entièrement à ses études qu'il aimait vraiment. Il rêvait vraiment de devenir capitaine et de naviguer sur son propre navire vers des contrées lointaines et proches. Mais là aussi, des difficultés et des déceptions l'attendaient. Nous étions en 1924, il était en 3e année d'études, le diplôme tant convoité était déjà en vue. Mais tout a été gâché par les fascistes italiens qui ont pris le pouvoir dans le pays. Non, la répression contre les hommes d'honneur n'a rien à voir avec cela, puisqu'elle ne commencera pleinement que plus tard. Et Bonanno lui-même n'avait pas à s'en inquiéter à l'époque, car il était cadet et pas mafieux. C'est un autre obstacle qui s'est dressé entre lui et ses examens de fin d'études, au sens propre du terme, une veste noire. En effet, les fascistes avaient ordonné aux étudiants de l'Académie navale de Palerme de remplacer leurs vestes blanches par des vestes noires, et Bonanno, qui n'aimait déjà pas la rhétorique fasciste, a refusé d'obéir, mais il a aussi rallié le reste de sa promotion à sa cause. Cependant, peu à peu, la protestation parmi les étudiants s'est bien sûr atténuée, car ils ont commencé à être menacés d'expulsion et le noir a remplacé le blanc. Et de leur côté, les 7 cadets qui n'ont pas renoncé à leurs principes ont été suspendus pendant 3 mois, ce qui leur a laissé le temps de réfléchir et de revenir dans une tenue plus adaptée à l'humeur du pays. Bonanno se trouvait parmi eux, et il n'avait pas l'intention de réfléchir à quoi que ce soit. Le sang sicilien bouillonnant, mêlé au maximalisme juvénile et à la fierté héritée de son père, ne lui laissait aucune chance de retourner dans un endroit où on lui imposerait la volonté d'autrui. Joseph n'était désormais plus destiné à réaliser son rêve d'enfant de devenir capitaine de navire, mais personne ne l'empêcherait de s'en trouver un nouveau, et il décida de le faire hors de Sicile. Sa première étape fut Tunis, où il vécut quelques mois chez son oncle Giovanni en attendant son cousin Pete Maganino, avec lequel il avait décidé de quitter la Sicile. Dès que Pete est arrivé, ils sont immédiatement partis pour la France. À Paris, ils ont été accueillis par un autre cousin, le fils de leur oncle de Tunisie, Salvatore. Mais Paris n'était pas leur destination finale. Si Joe ne se souvenait pas très bien de l'Amérique, son père, lorsqu'il était encore en vie, lui avait souvent dit que c'était un pays aux possibilités infinies. Ainsi, ce n'est pas étonnant que dès que Bonanno s'est vu privé d'un rêve, il en a immédiatement trouvé un autre, traverser l'océan et, comme on dirait aujourd'hui, s'élever aux États-Unis. C'est précisément pour partir en Amérique qu'ils sont venus à Paris. Le plan était d'obtenir des visas ici et de prendre le premier bateau. Mais ils n'ont pas pu obtenir de visa. Il s'est avéré qu'ils ne les accordaient pas sans passeport, ce que Pete n'avait pas. Personne ne voulait retourner en Sicile et les frères se sont donc rendus à Cuba, où ils ont trouvé des gens qui les ont fait passer en bateau à Tampa.
Aux États-Unis, les nouveaux clandestins qui se dirigeaient vers New York n'ont néanmoins pu faire qu'un seul arrêt en train avant d'être arrêtés par la police de l'immigration. Joe réussit à passer un coup de fil et informe à son oncle, qui l'attendait à New York, qu'il allait probablement être expulsé du pays. Déçus, Pete et lui élaborèrent un nouveau plan pour traverser la frontière, lorsqu'ils apprirent qu'un gentleman très généreux avait payé leur caution, soit $1000 chacun. Cet homme, c'était Stefano Magadino, de Buffalo, qui était le neveu de Stefano Magadino de Castellamare, et le cousin de Bonanno lui-même. Il avait 14 ans de plus que Joe et vivait alors aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Magadino avait appris les ennuis de son parent lors d'une conversation avec son oncle que Bonanno avait appelé et avait donc décidé d'envoyer un homme de confiance, Willie Moretti, pour les sortir de là. D'ailleurs, c'est ce même Moretti qui occupera plus tard une position tout aussi importante dans la mafia américaine. Et Willie racontera à chaque occasion l'histoire de sa première rencontre avec Joe Bonanno sur le sol américain. Joe arriva donc à New York en janvier 1925 et il s'installa chez son oncle Peter Bonaventura, qui était coiffeur et était ravi d'aider son neveu à apprendre le métier. Cependant, couper les cheveux et réussir dans la vie ne faisait pas vraiment bon ménage dans l'esprit du jeune Bonanno, qui choisit donc une autre voie, ou plutôt, il décida de se mettre en quête d'une autre voie pour gravir les échelons. Et le nom de Bonanno, dont il commençait à comprendre la véritable valeur, l'aida dans cette entreprise. En effet, à New York, il y avait beaucoup de gens ordinaires de Castellamare qui, même au sein de la communauté sicilienne, essayaient de rester soudés. Et tous savaient très bien qui était Salvatore Bonanno, et même si le père de Joe était mort depuis longtemps, beaucoup voulaient témoigner leur respect à Bonanno et à son fils. De plus, le cousin de Joe, Stefano Magadino, était un parrain de la mafia à Buffalo, ce qui soulignait encore plus son appartenance à la famille royale de la mafia pour ainsi dire. C'est ainsi que beaucoup de jeunes Italiens voulaient se lier d'amitié avec lui et s'assurer le soutien du clan Bonanno. Joe n'a donc pas eu à chercher sa voie longtemps et il l'a trouvé tout seul en la personne d'un compatriote sicilien nommé Giovanni Romano et son ami Gaspare Di Gregorio, qui était dans le trafic d'alcool. Romano et Di Gregorio avaient tout intérêt à avoir comme partenaire un homme avec un tel nom, et Bonanno était heureux de pouvoir enfin se lancer dans une activité lucrative. Bien sûr, ce n'était pas une entreprise qui produisait des milliers de litres par jour, mais les revenus étaient plus que suffisants pour que les jeunes puissent se permettre tout ce qu'ils voulaient. Ils fabriquaient l'alcool dans le sous-sol d'une maison, puis le transportaient par un tunnel souterrain jusqu'au garage voisin, où il était chargé dans des camions qui l'achemineraient alors vers des bars clandestins. De plus, la police locale ne touchait pas à leur entreprise, recevant des paiements réguliers et les gros bonnets du crime ne s'intéressaient pas à eux. Les jeunes bootleggers avaient donc le sentiment clair d'avoir saisi leur chance. Encore 2 ans comme ça, et ils pourraient investir leurs gains dans une entreprise légale qui leur assurait une vie confortable jusqu'à la fin de leurs jours. Mais rien n'est jamais aussi simple dans ce monde. Un jour, Romano préparait comme d'habitude une nouvelle fournée de whisky dans la cave et, pour une raison quelconque, il ne remarqua pas une fuite d'alcool qui s'enflamma et provoqua une explosion. Giovanni ne survécut pas, et Joe prit cet événement très à cœur, abandonnant la contrebande, ce qui marqua le début de la période la plus étrange de Bonanno aux États-Unis. Étrange dans le contexte de l'histoire de cet homme, qui est indissociable de la mafia aux États-Unis car, pendant quelques mois en 1925, il n'a été impliqué d'aucune manière dans des activités illégales. Joe travaillait comme chauffeur dans la boulangerie d'un autre de ses oncles et suivait des cours de théâtre, et il réussit très bien dans les deux domaines. En effet, à la boulangerie, il finit par prendre en charge ce qu'on appellerait aujourd'hui le poste de directeur commercial et élargir la clientèle de son oncle, tandis qu'à l'école de théâtre, son professeur le considérait comme son meilleur élève. Cependant, la renommée de sa famille ne se prêtait pas à un métier de chauffeur ou d'acteur. Bonanno en était conscient, mais il ne voyait pas encore clairement la voie à suivre. Le guide qui permettra à Joe de s'engager définitivement sur la voie de l'honneur se présentera à lui à la fin de l'année 1925, et celui-ci s'appelle Salvatore Maranzano. C'est précisément grâce à sa relation étroite avec lui que, en 6 ans, le jeune homme qui ne savait pas ce qu'il voulait deviendra le plus jeune parrain de la mafia. Dans l'histoire de la mafia américaine, le nom de Maranzano est avant tout associé à la guerre des Castellamarese. Cependant, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder toute sa chronologie car je l'ai déjà fait à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes et je ne veux pas me répéter. Ainsi, si vous ne connaissez pas l'histoire de la guerre des Castellamarese, je vous propose de mettre cette vidéo en pause, de cliquer sur le lien dans la description et de regarder l'histoire complète de ce conflit que j'ai raconté dans la vidéo sur la naissance de la mafia américaine. Vous pourrez ensuite revenir ici et continuer à regarder la vidéo en comprenant parfaitement de quoi il s'agit. Revenons à Joe Bonanno, qui a rencontré Maranzano pour la première fois en Amérique lors d'un dîner organisé en l'honneur de son arrivée aux États-Unis. Salvatore fuyait les fascistes qui réprimaient les hommes d'honneur en Italie, et il s'est installé à New York parmi d'autres émigrés des Castellamare. En Sicile, il avait combattu Bucaletto aux côtés de Salvatore Bonanno et Stefano Magadino. Joe le connaissait donc depuis son enfance. Maranzano déménagea ensuite à Palerme, mais ils continuèrent à se voir de temps en temps, et lorsque l'oncle Stefano venait rendre visite à Joe à l'Académie navale, ils se rendaient ensemble au bureau de Salvatore. Cependant,
En Amérique, cette connaissance prit une autre forme, plus proche. Maranzano voyait en effet en Bonanno des qualités de leader, des capacités qui avaient permis à son père de diriger le clan en Sicile, tandis que Joe voyait en Salvatore le leader qu'il souhaitait imiter. Le puzzle s'est ainsi assemblé et les deux hommes ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Au début, il s'agissait d'événements mondains habituels, comme aller au cinéma ou au dîner, mais très vite, tout a pris une tournure très professionnelle. Maranzano a invité Joe à travailler pour lui et Bonanno a accepté avec joie. Salvatore chargea alors son protégé de superviser le commerce illégal d'alcool. À en juger par son enthousiasme, Joe avait apparemment surmonté le traumatisme causé par l'incident passé car il se mit au travail avec beaucoup d'ardeur. Il était chargé de surveiller toutes les distilleries, y compris celles du nord de l'État et de Pennsylvanie, ainsi que de résoudre les problèmes qui se posaient. Des problèmes d'approvisionnement en ingrédients? Joe s'en occupe. Des concurrents ont incendié l'atelier? Joe part à la recherche des coupables pour les punir. Des voitures contenant la marchandise ont été volées? Joe les retrouve et les ramène. Le travail de Bonanno était très prenant, mais il était aussi très rentable, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation. En effet, il a réussi à gagner suffisamment d'argent pour ouvrir sa propre petite distillerie. Et à mesure que la réputation de Maranzano grandissait au sein de la mafia américaine, celle de Bonanno grandissait également, même s'il n'était pas encore membre de la famille. À cet égard, le cas où un membre de la famille des Castellamare, surnommé Mimi, qui voulait protéger sa distillerie, a voulu s'en prendre à Joe est très révélateur. Bonanno l'a envoyé paître et lui a clairement fait comprendre que s'il revenait avec cette exigence, Mimi n'en sortirait pas vivant. Joe ne savait pas que cet homme était un initié et Mimi ne savait pas qui était derrière Joe. Finalement, un tribunal interne a été organisé pour régler cette affaire. Imaginez la réaction de Mimi lorsqu'il a appris que l'arbitre chargé de trancher ce litige serait le cousin germain de Bonanno, Vito Bonventre, et que ses avocats seraient le parrain de la mafia de Buffalo, Stefano Magaddino et Salvatore Maranzano, qui gagnaient rapidement en influence parmi les Castellamare de New York. On pouvait dire qu'il était défendu par les membres les plus éminents de la mafia américaine. Après cette affaire, même ceux qui, dans la famille, ne connaissaient pas le nom de Bonanno, comprirent que Joe occupait une position extrêmement privilégiée. Son admission officielle dans la famille fut plutôt une formalité qu'un changement significatif de statut. Bonanno est devenu au fil du temps une sorte d'homme de main de Maranzano, l'un de ses plus proches conseillers et subordonnés, de sorte que, lorsque le pouvoir de Salvatore grandissait, celui de Bonanno grandissait aussi. Et le statut de Joe en tant que proche de Maranzano n'a fait que se renforcer pendant la guerre des Castellamarese. Ainsi, lorsque Salvatore a été assassiné, Joe s'est retrouvé parmi les principaux candidats à la succession. Tout d'abord, beaucoup avaient entendu parler de son père et savaient à quel point le nom de Bonanno était respecté. Ensuite, à Buffalo, il était soutenu par Magaddino, qui exerçait une grande influence sur les Castellamare aux États-Unis. Enfin, comme Maranzano de son vivant, beaucoup voyaient en Bonanno des qualités de leader. C'est l'ensemble de ces facteurs qui a permis à Joe de devenir le plus jeune boss de l'histoire de la mafia américaine, mais c'est le patronage de Maranzano qui lui a permis d'être considéré comme un boss. Et c'est ainsi que la mort de son mentor a été le levier qui l'a propulsé vers les sommets. Maranzano ne pouvait pas abandonner la guerre et il l'a payé de sa vie. De son côté, Joe s'est révélé plus clairvoyant en tant que boss. Il n'a pas cherché à se venger de Luciano, mais a préféré accepter la paix et a été inclus dans la première composition de la commission. Eh oui, la commission n'est pas une invention de Luciano et il ne l'a jamais dirigée, comme je l'ai expliqué en détail dans ma vidéo sur la naissance de la mafia américaine. La commission, en tant qu'organe de règlement des différends, a en effet été très efficace au début. Pendant plus de 10 ans, la mafia n'a été secouée ni par des guerres, ni par des assassinats retentissants. Les patrons dirigeaient tranquillement leur famille, s'enrichissaient, et Bonanno ne faisait pas exception. Son projet de venir aux États-Unis et de s'élever était sur le point de se réaliser. Il possédait plus d'une dizaine d'entreprises dans les domaines très variés, allant de la fabrication de fromage à l'industrie textile. Par ailleurs, il gagnait tellement qu'en 1950, il pouvait s'offrir 3 maisons luxueuses dans différentes régions du pays. Mais le plus important n'était même pas cela. Joe avait non seulement réussi à s'élever, mais il avait également réussi à conserver son empire et à rester chef. Même pendant la période de grande turbulence de la mafia new-yorkaise qui a débuté à la fin des années 1940. Le premier signe annonciateur des temps sombres fut le conflit latent entre le boss Vincent Mangano et son subordonné Albert Anastasia, qui entretenaient de bonnes relations et bénéficiaient du soutien du boss d'une autre famille, Frank Costello. Finalement, Mangano disparut dans des circonstances mystérieuses et Anastasia devint le boss. C'est ainsi que s'est formée la première alliance au sein de la commission. Cette alliance était opposée aux anciens, représentés par Bonanno, Profaci et Magaddino. Après la disparition de Mangano, qui était président de la commission, le rôle de boss le plus influent et de président est revenu à Bonanno. On peut ainsi dire que c'était l'apogée de son pouvoir et Joe a tout fait pour le conserver. Et bien que dans son livre, il décrive les événements qui ont suivi comme une tentative de préserver la paix générale, rétrospectivement, on voit clairement ses efforts pour conserver le pouvoir qui lui était revenu et que d'autres chefs tentaient de lui ravir.
Après la formation de l'alliance entre Costello et Anastasia, Vito Genovese, qui voulait renverser Costello, et Tommy Lucchese, qui venait de devenir parrain, se sont unis pour leur faire face. Une véritable guerre froide a alors éclaté, menaçant de dégénérer en conflit ouvert. C'est Costello lui-même qui a soumis à la commission la question de savoir si Lucchese voulait tuer Anastasia. Mais Tommy a été innocenté, en grande partie grâce à Bonanno. Joe décrit son geste comme un acte au nom de la justice universelle et de la paix dans le monde. Cependant, si l'on raisonne logiquement, il n'avait aucun intérêt à condamner et à écarter Lucchese, car la faction Anastasia Costello aurait alors pu s'opposer à Bonanno lui-même et à son influence croissante. La seule chose que Joe n'avait pas prévue, c'était la chance et les capacités de Lucchese. Au début, l'allié de Tommy, Genovese, a renversé Costello et est devenu le boss. Puis ensemble, ils ont soutenu Carlo Gambino, qui est devenu le boss après l'assassinat d'Anastasia. Ainsi, au début des années 1960, la position dominante de Bonanno au sein de la commission était remise en question. Et c'est là que nous arrivons au moment le plus intéressant, à savoir l'histoire de la tentative de Joe pour s'emparer du pouvoir au sein de la commission. Pour commencer, examinons plus en détail quelle faction s'était formée à ce moment-là. D'un côté, il y avait Lucchese, Magaddino, Gambino, Thomas Eboli et le nouveau membre de la commission, Angelo Bruno de Philadelphie. De l'autre, Bonanno et Profaci. Un autre nouveau membre, Joe Zerelli de Détroit et Sam Giancana de Chicago, penché à ce moment-là pour Bonanno. Mais il n'était néanmoins pas de fervents partisans. Alors, comment se fait-il, me direz-vous, qu'en l'espace de quelques années, Bonanno ait perdu tous ses partisans au sein de la commission? Eh bien, avec Lucchese, Gambino et Eboli, qui a remplacé Genovese, tout est clair. Mais l'histoire de Magaddino est intéressante. Lorsque Bonanno a été élu patron au début des années 1930, Magaddino pensait logiquement qu'il pourrait manipuler son petit frère à son avantage. Cependant, dans les années 1950, il est devenu évident que c'était Joe qui occupait la position dominante entre les deux. Ajoutez à cela le fait qu'ils voulaient tous les deux étendre leur influence au Canada et vous obtenez une fracture, dont la faction de Lucchese a su tirer parti en ralliant Stefano à sa cause. Il ne restait donc plus à Joe que Profaci, dont la famille était en pleine révolte contre les frères Gallo. Néanmoins, en 1962, Profaci mourut et le boss devint Joseph Magliocco, certes loyal, mais moins influent que Joe. Que pouvait faire Bonanno dans une telle situation? Se résigner? Partir? Ou peut-être tenter un coup d'État? Comme Joe l'affirme dans son autobiographie, il a d'abord choisi la première option, puis a commencé à se préparer pour la deuxième. Seulement, toutes les autres sources affirment le contraire. Je vous laisse choisir qui croire. Dans ce cas, je me contenterai de présenter les deux versions des événements qui ont suivi et qui aboutissent néanmoins au même résultat. La version généralement acceptée est que Joe a décidé de reprendre le contrôle de la commission en assassinant Lucchese, Gambino et Magaddino. Elle provient principalement des informations fournies par les autorités et en particulier des écoutes téléphoniques des parrains de la famille du New Jersey, Sam de Cavalcante. Après la mort de Profaci, Magliocco prit la tête de la famille et Joe lui proposa de se débarrasser de ceux qu'il avait laissés seuls face à la rébellion des frères Gallo, les chefs de la commission. Magliocco accepta et impliqua dans ses plans un certain Joe Colombo qui le trahit et révéla alors le complot de la commission. Lors des audiences sur cette affaire, la commission a épargné la vie de Magliocco, mais celui-ci est mort un an plus tard des causes naturelles. Et si Bonanno n'a pas dénoncé Magliocco lors de ces audiences, tout le monde avait compris ce dont il retournait. Quant à Joe, il n'a pas été possible de le convoquer car il a tout fait pour éviter cette échéance. Selon la version de Bonanno lui-même, il n'avait participé à aucun complot et avait été impliqué uniquement parce que son fils, Bill, par pure gentillesse, avait conduit Magliocco à un rendez-vous qui, par hasard, s'était avéré être avec un homme qui surveillait l'un des trois membres du trio Lucchese, Gambino et Magaddino. Colombo l'a bien sûr appris et l'a transmis à Magaddino, mais Stefano, par jalousie, a interprété cela comme un complot dans lequel Bonanno père était également impliqué. Et la suite est exactement la même. Magliocco avoue, mais personne ne croit qu'il a agi seul. Ensuite, Joe vit quelque temps en Arizona, puis part, selon sa version, pour voyager et conclure des contrats pour des affaires légales au Canada. Néanmoins, selon la version que Magaddino fait passer à tout le monde, c'était pour s'emparer de son territoire. Finalement, Bonanno ne parvint ni à l'un ni à l'autre, car elle est incarcérée dans une prison canadienne pour faux témoignage lors de sa demande de carte d'immigration. À l'issue de la procédure, il doit quitter le pays et retourner à New York, où l'attendait quelque chose qu'il n'avait encore jamais rencontré dans toute sa carrière de boss. C'est à vous de décider s'il a lui-même organisé ce complot avec Magliocco ou s'il y a été impliqué contre son gré. Mais cela a conduit Joe à non seulement perdre son influence au sein de la commission, mais aussi à avoir des problèmes au sein de sa propre famille. Jusqu'à son retour du Canada en 1964, la famille était dirigée par Johnny Morales, qui avait informé Bonanno que John Tartamella, ancien consigliere à l'époque, ne pouvait plus occuper son poste pour des raisons de santé. Joe a donné le feu vert pour un vote parmi les capitaines afin d'élire un nouveau consigliere et c'est Bill Bonanno qui a été choisi.
Était-ce grâce à la protection de Joe ou la majorité avait-elle réellement choisi Bill? Difficile à dire aujourd'hui, mais il est indéniable qu'un groupe était mécontent de cette décision. Cette faction était menée par Gaspare Di Gregorio, ancien gendre de Magadino, qui le soutenait naturellement. Stefano a convaincu la commission que Joseph Bonanno n'était pas digne de diriger sa famille. Aussi, il a invoqué comme argument sa possible participation au complot de Magliocco, ainsi que le fait qu'il ait fait pression pour que son fils obtienne un poste de direction alors que de nombreux membres de la famille s'y opposaient. En conséquence, la commission a soutenu la révolte de Di Gregorio et a déclaré le fils et le père Bonanno hors la loi. Naturellement, Joe, qui a reçu cette nouvelle peu après son retour, n'était pas d'accord. Il n'a ainsi pas reconnu Di Gregorio comme nouveau patron et a refusé d'obéir à la décision de la commission, rassemblant autour de lui, comme il l'affirme dans son livre, la majeure partie de la famille. Bonanno père était prêt à se battre, mais par un hasard du destin, c'est son fils qui a dû mener la lutte qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de guerre de Bonanno. Le 20 octobre 1964, Joe a en effet été enlevé par des inconnus et, pendant longtemps, personne ne savait où il se trouvait. Même aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas parvenus à s'accorder sur ce qui s'est réellement passé. Certains pensent même que Bonanno a mis en scène son enlèvement afin d'échapper à d'éventuelles tentatives d'assassinat. D'autres croient plutôt à la version de Joe lui-même, qui affirme avoir été enlevé et emmené dans une maison au milieu de la forêt par des hommes de Magadino. Si nous ne disposons d'aucun détail sur la première version, la seconde est quant à elle parfaitement décrite dans le livre L'homme d'honneur. Bonanno a passé plusieurs mois dans cette maison où Stefano lui rendait régulièrement visite. Selon Joe, Magadino voulait, par cet enlèvement, l'intimider et le contraindre à renoncer à se battre pour sa famille. On ne sait pas s'il envisageait de le tuer, mais finalement, Stefano a libéré Joe, sans même parvenir à le convaincre de prendre sa retraite. Ainsi, Magadino a ordonné à ses hommes de conduire le prisonnier là où il le demanderait. Bonanno a demandé à être conduit à El Paso, à la frontière mexicaine, afin que Stefano pense qu'il s'enfuyait là-bas. Ensuite, Joe lui-même s'est rendu à Tucson, en Arizona, où il possédait une maison. Il a été accueilli par un ami qui lui a ensuite apporté des provisions et a maintenu le contact avec Bill à New York. Bonanno y mena une vie de guerriero pendant plusieurs mois et aucun de ses voisins ne se douta qu'il y avait quelqu'un dans la maison à cette époque. L'ami qui lui apportait à manger avait en effet l'habitude de vérifier la maison en l'absence des propriétaires, ce qui ne souleva aucun soupçon. Joe lui-même n'apparaissait pas aux fenêtres pendant la journée, mangeait la nuit à la lumière d'une lampe de poche et faisait tout son possible pour ne pas être découvert. Une telle vie conduisait inévitablement à des changements d'apparence. Non, Joe ne s'est pas transformé en une sorte de hobbit du Seigneur des Anneaux, mais la pousse de poils sur son visage et de ses cheveux a considérablement modifié son apparence. Ajoutez à cela une canne, un manteau bon marché et un bonnet en laine de mouton ainsi qu'un bandeau sur l'œil, et Bonanno décida qu'il pouvait retourner à New York sous cette apparence, sans craindre que ses ennemis le reconnaissent. Et c'est exactement ce qui se passa. Lorsque Joe revint secrètement, il organisa une rencontre avec Johnny Morales, le chef du groupe qui soutenait Bonanno. Morales ne reconnut pas son patron avant qu'il ne lui adresse la parole. Joe lui annonça alors, lors de cette rencontre, qu'il ne comptait pas encore annoncer son retour et qu'il allait vivre quelque temps dans la clandestinité afin d'évaluer la situation. Et c'est l'attentat contre son fils qui l'a poussé à sortir de la clandestinité. Di Gregorio a donné rendez-vous à Morales pour soi-disant négocier les conditions de la paix entre les deux factions. En effet, pendant toute la période où Joe était en fuite, les deux camps étaient en guerre et s'affrontaient régulièrement à coups de fusil. Morales n'a pas pu se rendre au rendez-vous et Bill Bonanno l'a remplacé. Mais ce n'est pas des négociations qui l'attendaient, mais bien des rafales d'armes automatiques à l'approche de la maison. Heureusement, personne n'a été blessé, mais Joe a décidé que la situation devenait trop tendue et qu'il n'avait plus aucun intérêt à se cacher. De retour à ses affaires, Bonanno a tout d'abord parlé à la commission, leur faisant comprendre qu'il ne voulait pas de guerre avec quelqu'un en dehors de la famille et qu'il réglerait ses affaires lui-même. Les patrons ont entendu sa proposition, mais ont continué à soutenir le groupe adverse, où Paul Chaka remplaçait Di Gregorio, tombé malade à la tête. Cependant, la tempête avait déjà tellement pris une telle ampleur que même un capitaine aussi expérimenté que Joe Bonanno ne parvint pas à ramener son navire à bon port. Pendant plus d'un an, il tenta de rallier les hommes sous son commandement, mais le groupe de rebelles, tout comme la commission, ne le reconnaissait plus comme leur chef. Finalement, en 1968, après avoir subi la 3e crise cardiaque de sa vie, Bonanno décida de se retirer. Son fils Bill quitta également la famille, dont les querelles allaient se poursuivre après leur départ. Mais Joe avait un autre front à défendre. Les autorités voulaient à tout prix le mettre en prison, peu leur importait qu'il ait pris sa retraite ou non. Bonanno était en effet un parrain de la mafia, et la chasse contre ces hommes dans la seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis était comparable à la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Sa première confrontation avec la police eut lieu pendant la guerre de Castalla-Malese. Il fut alors arrêté dans une voiture avec des armes, mais les flics ne purent prouver qu'elles appartenaient à Joe, et les accusations furent donc abandonnées. D'ailleurs, c'est après cet incident que Bonanno fit pour la première fois la une des journaux. On le surnommait l'homme d'Al Capone, parce que les mitrailleuses Thompson trouvées dans sa voiture étaient celles que les hommes du gangster de Chicago utilisaient le plus souvent.
Mais les vrais problèmes avec la justice ont commencé pour Joe après une réunion en Appalachienne, où les chefs de la mafia de tout le pays s'étaient rassemblés. Cette réunion a été découverte par la police et relayée par les médias, ce qui a choqué l'opinion publique et mis le problème de la mafia au premier plan. En général, Bonanno était contre cette réunion. Lorsqu'elle était en préparation, Joe était en Italie et n'en a entendu parler qu'à son retour aux États-Unis. Et pour Bonanno, elle n'était pas avantageuse. Genovese et Lucchese ont profité de son absence pour organiser un coup d'État. De son côté, Vito est devenu le chef de sa famille, forçant Costello à partir. Dans une autre famille, le chef Albert Anastasia a été assassiné et son successeur est devenu Carlo Gambino, un homme loyal à Lucchese. Ce congrès national devait les aider à légitimer tous ces changements, ce qui aurait réduit l'influence de Bonanno, comme nous l'avons mentionné plus haut. Joe a tout fait pour éviter l'invitation officielle. Mais lorsqu'il l'a finalement reçue, il a envoyé ses hommes à sa place. Il ne voulait en effet pas être présent pour voir son influence diminuer en quelques heures. Cependant, il a quand même fait la une des journaux. Avant son départ, Joe a demandé à ses hommes de prolonger son permis de conduire, mais à son arrivée, Di Gregorio, qui devait le lui rendre, a oublié de le faire. Et par coup du hasard, il les a accompagnés à la réunion à Appalachienne, où Bonanno l'avait envoyé. C'est pourquoi les autorités, qui ont d'abord trouvé ce permis chez Gaspare, puis les médias ont décidé que Joe était là-bas. C'est à partir de ce moment que l'État s'est lancé dans une persécution à grande échelle contre Bonanno. Après Appalachienne, lui et les autres participants ont été accusés de complot visant à entraver la justice, car aucun des participants à la réunion n'avait révélé la véritable raison de celle-ci. Au final, bien sûr, personne n'a été inculpé et Joe n'a jamais comparu devant un tribunal, car en 1958, il se remettait d'une deuxième crise cardiaque. La première avait eu lieu en 1951, mais Bonanno n'en avait manifestement tiré aucune leçon, pas plus que de la deuxième, comme vous pouvez en juger à partir de ce que je viens de vous raconter avant. La fois suivante, les autorités ont tenté de trouver une accusation contre Joe après son retour du Canada en 1964. Pourquoi inventer ? Parce qu'elles n'avaient rien trouvé qui prouve réellement ses activités criminelles. Elles ont donc utilisé les problèmes de Bonanno au Canada comme prétexte pour l'interroger devant un grand jury. Ainsi, ils espéraient que ces réponses leur donneraient le moindre indice sur la piste à suivre. Pendant 3 jours, les autorités ont interrogé Joe sur tout ce qui leur passait par la tête, et à chaque fois, ils se sont heurtés au 5e amendement. Bonanno a été remis en liberté. Cependant, en octobre de la même année, Joe fut à nouveau convoqué pour répondre aux questions du grand jury. Et exactement un jour avant l'audience, il fut enlevé. Et vous savez, ne pas se présenter au tribunal quand on vous convoque n'est pas la meilleure idée qui soit. Et c'est encore pire, quelques mois plus tard, de déclarer que vous vous présenterez au tribunal à une date précise et de ne pas vous y rendre. Lorsque Joe a fait savoir à Bill par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il était vivant et en sécurité, celui-ci a compris que son père allait bientôt revenir et en a informé son avocat avec joie. Et l'avocat, avec les meilleures intentions du monde, a lui-même demandé à fixer la date de l'audience. Cependant, comme nous le savons déjà, Bonanno n'avait pas l'intention de sortir de la clandestinité. En fait, le grand jury n'a attendu personne. Lorsque Joe est revenu, pour ainsi dire dans le droit chemin, il n'a même pas été puni pour outrage au tribunal. Ainsi, il a été traîné devant les tribunaux pendant plus d'1 an dans cette affaire, mais les autorités n'avaient rien contre lui. Cela signifiait-il qu'elles allaient tôt ou tard décider de le laisser tranquille ? Certainement pas. Bonanno a déménagé en Arizona et ses démêlés avec les autorités l'ont suivi, prenant ici une tournure très inattendue. Tout a commencé un jour de juillet 1968. Joe, sa femme et Bill avaient dîné et leur fils avait décidé de sortir fumer une cigarette. Puis, Bonanno père a entendu d'abord un coup de fusil, puis une explosion. Un inconnu a tenté de lancer une bombe dans la maison, mais Bill l'a empêché de bien viser en tirant, et l'explosion a retenti sans atteindre sa cible. Joe ne pouvait pas dire à l'époque qui c'était exactement, mais il était convaincu que les suppositions des médias concernant une guerre des gangs étaient sans fondement. En effet, des incidents similaires se sont produits avec plusieurs autres mafieux vivant à Tucson, mais Bonanno savait pertinemment qu'il n'avait demandé à personne de lancer des bombes sur eux et ne croyait pas qu'ils aient pu faire une chose pareille. La réponse est venue 1 an plus tard, lorsque la police a arrêté 2 hommes qui ont avoué être les auteurs des explosions. Il s'est ensuite avéré que tout cela était l'œuvre de l'agent du FBI David Hale, qui avait convaincu ces hommes et plusieurs autres, comme il leur avait dit, de nettoyer la ville de la mafia. Selon le plan, il devait faire exploser les maisons de plusieurs gangsters vivant à Tucson, ce qui aurait conduit à un conflit entre les familles et à leur autodestruction. En conséquence, les poseurs de bombes ont été emprisonnés, tandis que Hale a simplement été licencié. Et que pensez-vous ? Maintenant que leur agent a tenté de tuer ou de pousser Joe Bonanno dans une fusillade, les autorités vont-elles le laisser tranquille ? Oh non, il ne faisait que s'échauffer. Le FBI a recruté un ami de son fils Joseph, David Hill, qui a réussi à s'introduire dans la maison de Bonanno à Tucson et à y vivre avec eux pendant un certain temps. Mais là encore, toujours rien. L'étudiant n'a réussi à faire parler le vieux renard que sur des sujets d'art et de philosophie et il n'a obtenu aucune autre information. L'enquête, qui a finalement permis de mettre Bonanno derrière les barreaux, n'a commencé qu'en 1975 et a duré 5 ans.
Et vous savez à quel point ce mystérieux Italien préoccupait l'agence? Dans le cadre de cette enquête, une équipe spéciale d'agents a passé tout son temps à fouiller les poubelles de Bonanno. Ceux-ci arrivaient tôt le matin avant le passage du camion poubelle, ils vidaient les poubelles et y jetaient les déchets qu'ils avaient apportés afin que les éboueurs ne se demandent pas pourquoi les poubelles étaient vides tous les jours. Ensuite, ils fouillaient ces déchets et essayaient de trouver le moindre indice d'activité illégale. Et vous savez ce qui est le plus drôle? Joe écrivait constamment sa liste de tâches quotidiennes sur les bouts de papier. Souvent, celle-ci était écrite en dialecte sicilien qui diffère de l'italien standard. À cause de cela, les agents se trouvaient souvent de pistes. Par exemple, comme on l'a appris plus tard, ils ont trouvé une note disant « Appelle Titone et paye pour le scanatore ». Scanatore signifie couper ou tuer en italien, ce qui a fait penser aux agents que Joe se rappelait d'appeler un certain Titone pour le payer pour un meurtre. En réalité, Bonanno devait effectivement appeler cette personne, mais c'était pour lui payer une planche à découper, car c'est aussi le sens du mot scanatore en dialecte sicilien. Une autre fois, ils ont trouvé une note sur laquelle était écrit « Le vide, Bob Green ». Les agents ont interprété cela comme une menace potentielle contre le journaliste Bob Green, qui avait récemment publié un article sur le mafieux Peter Licavoli. En réalité, Joe avait simplement noté que cet article était vide, inintéressant et peu fiable. Mais les autorités, qui l'ignoraient, ont placé Green sous surveillance 24 heures sur 24. En outre, au cours de l'enquête, un traceur a été discrètement installé sur la voiture de Bonanno, permettant de suivre tous ses déplacements. De même, ses téléphones étaient sur écoute et un agent infiltré du nom de Lou Peters a même été introduit dans son entourage. Il s'est lié d'amitié avec son fils Bill et a tenté, grâce à cette amitié, d'approcher Joe lui-même. Enfin, les autorités ont tenté de le relier aux affaires louches de son fils en Californie. Et savez-vous quel a été le résultat de cette chasse aux sorcières qui a duré 5 ans? 5 ans de prison pour complot visant à entraver la justice, mais Joe n'a purgé qu'un an de sa peine. Il y aura ensuite une autre peine de 14 mois pour son livre L'homme d'honneur, dans lequel Bonanno racontait en détail toute l'histoire de la mafia américaine qu'il avait réussi à découvrir. Joe refusera de témoigner dans l'affaire de racket menée par Giuliani, car en effet, le procureur voulait lui parler de l'organisation de la mafia. Mais lorsque Bonanno a refusé, il l'a fait condamner à une peine de prison pour obstruction à la justice. Ce n'est qu'après cela que les autorités ont laissé Joe tranquille. Mais à vrai dire, ces peines étaient bien légères pour un chef d'organisation criminelle ayant régné pendant de nombreuses années. Après avoir purgé sa peine, Bonanno est retourné dans sa maison en Arizona et y a vécu paisiblement, entouré de ses enfants et petits-enfants. Il a survécu à presque tous ses amis et ennemis. Et malgré de nombreuses crises cardiaques, il a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 97 ans, s'éteignant seulement en 2002. Telle était la biographie de Joseph Bonanno, un mafieux qui fut l'un des premiers à oser raconter son histoire, marquée par une ascension rapide, une chute douloureuse et une vieillesse heureuse.